Peut-on modifier le ESR mètre que j'ai construit dernièrement pour améliorer la lecture de bas ESR des gros condensateurs? Je tente cela avec vous aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Cette vidéo constitue une suite à mes vidéos numéro 585 et 587 détaillant la réalisation d'un ESR mètre simple, tout analogique. Je vous rappelle qu'un ESR mètre permet la mesure de la résistance série équivalente, paramètre qui aide à évaluer la condition et même la qualité d'un condensateur électrolytique. La question suivante m'a été posée sous forme de commentaire. Serait-ce possible de modifier le circuit existant du ESR mètre pour permettre la mesure de condensateurs électrolytiques à l'ESR plus bas, pour des valeurs de beaucoup moins que 1 ohm? Possiblement oui, et c'est ce que je vais tenter dans cette vidéo avec vous aujourd'hui. Je vais d'abord optimiser le circuit par simulation et je vais le construire et l'essayer. Pour que vous puissiez mieux suivre la démarche, je vous suggère d'avoir visionné d'abord les deux autres vidéos, les 585 et 587, avant celle-ci. J'ai ajouté un lien vers les vidéos dans la description. Alors, explorons d'abord les possibilités de modification du circuit existant. Pour bien compléter l'exercice de modification de notre circuit, il faut quand même se rappeler rapidement comment le circuit fonctionne. Vous vous rappelez, c'est une onde carrée ici qui est appliquée sur un pont résistif et le condensateur, l'impédance qu'on applique ici, ça peut même être une résistance pour fin d'essai, vient débalancer le pont et donc produire une différence de potentiel entre cette branche-ci et cette branche-ci. Alors à l'équilibre, lorsque les sondes ne sont pas branchées sur un condensateur, on a une différence de potentiel entre ici et ici qui est de 0 puisque les résistances sont identiques sur le pont, donc il ne produira aucune onde carrée ici, puisque ici c'est un amplificateur différentiel, la différence est 0. Donc il n'y a pas de sortie ici, onde carrée. Et lorsqu'on applique un condensateur ici, bien on vient débalancer le pont ici, et il vient se produire donc une différence de potentiel de l'onde carrée entre ici, qui est notre référence si vous voulez, et ici qui est débalancé puisqu'il y a une résistance ou une impédance en parallèle avec R7 de 22 ohms ici, si on y met une impédance quelconque, et ce qui va produire une onde carrée qui va être proportionnelle au débalancement du circuit ici. Et donc, plus le ESR est bas sur notre condensateur, et plus ça va venir court-circuiter cette pièce, et donc ça va produire une onde carrée plus grande qui, une fois redressée, produira une déflexion plus grande sur le galvanomètre. OK, alors ça, c'est le principe du système. Si on veut modifier pour aller chercher une résolution plus grande, c'est-à-dire lire des ESR beaucoup plus bas en ohms, il va falloir quand même s'assurer qu'on va maintenir autant que possible une amplitude d'onde carrée ici, acceptable pour notre circuit existant et pour pouvoir produire donc une déflexion suffisante sur le galvanomètre. Donc au moins 50 microampères de déflexion, avec l'ajustement peut-être le plus bas possible sur la résistance en série. Donc, il faudra nécessairement modifier ce qui est en amont de l'ampli différentiel et peut-être même aussi l'ampli. Maintenant, j'ai saisi dans LTSpace, pour fin de simulation bien sûr, le circuit. J'ai essayé de garder exactement la même topologie pour que vous vous retrouviez là. Alors, cette partie-ci, la seule modification que j'y ai apportée, c'est de court-circuiter la diode. J'ai essayé une diode Schottky qui produisait une perte moindre, une chute de tension moindre. Finalement, je crois que c'est une diode de protection qu'ils avaient mis là. Il avait de la marge en masse sur le courant, donc il a mis une diode pour protéger, je dis il, l'auteur à l'origine, pour protéger le galvanomètre, pour pas qu'il s'en aille dans l'autre direction, s'il y avait un trouble avec le circuit. Alors cette diode, je l'enlève, la court-circuite, pour les fins de la simulation, ce qui va produire un courant plus grand, parce que vous allez voir, on est à la limite là, du circuit. Bon, on pourrait se dire, ça serait bien d'aller chercher un gain plus grand, ce qui nous permettrait d'aller mesurer des tensions plus fines ici. Donc un court-circuit qui n'est pas tout à fait parfait avec un condensateur qui aurait un SR dans les milliohms, disons. Là. On pourrait vouloir produire une déflexion suffisamment grande avec ce genre de ESR. Mais attention, parce que le TL072
ou le TL082, ou 84, ou 074, c'est toute la même bête, il y a un produit gain bande passante qu'on ne peut pas dépasser. Ici, le gain est de 27. Okay? C'est la topologie d'ampli différentiel avec un gain de 27, 27K divisé par 1K. La bande passante de cet ampli opérationnel-là, elle n'est pas infinie. Et le produit gain bande passante est d'environ 5 MHz. C'est dans la fiche technique. Donc, là, on a un gain de 27. On ne peut pas dépasser 5 MHz de produit gain bande passante. Et on a un signal à 100 kHz ici. 100 kHz fois 27, ça nous amène à 2,7 MHz. On est déjà très près du 5,5 MHz qui est le produit bande passante gain. Donc, on ne peut pas augmenter le gain là, à des valeurs très, très grandes sans avoir une conséquence sur la performance de l'ampli. On atteint sa limite. Et c'est pour ça qu'il s'est limité ici à 27, fort probablement. L'auteur s'est limité à un gain de 27 qui nous amenait à mi-chemin là, du produit gain bande passante. Donc, on ne touchera pas au gain ici. Sinon, il faudrait essayer de magasiner un ampli opérationnel dont la bande passante est beaucoup plus élevée et qui est capable de prendre un très fort gain aussi. Et les deux ne sont pas toujours possibles en même temps. Souvent, on va favoriser une grande bande passante ou un gain très grand au détriment de la bande passante. Donc, ce n'est pas aussi simple que vous pourriez croire, là, choisir un ampli. Je ne vous dis pas que c'est impossible, là. Mais il faudrait magasiner quelque chose de bien mieux comme ampli opérationnel. Bon, on va regarder le gain de 27. Alors, qu'est-ce qui nous reste de possible? On va augmenter l'amplitude de notre onde carrée au maximum. Parce que j'ai constaté durant les simulations, et même en mesurant, qu'on n'avait pas ici une amplitude très grande. On a 4,5 volts d'alimentation d'appliqué ici et ici sur la branche. Donc, potentiellement, on pourrait avoir un signal entre 0 et 4,5 volts de produit par ce transistor, moins bien sûr la chute de quelques centaines de millivolts, je présume, dans la jonction émetteur-collecteur. Donc, on pourrait avoir beaucoup plus. Alors, pour s'en assurer, j'ai changé la résistance ici, qui était une résistance de 27 kΩ. J'en ai mis une de 10 kΩ, ce qui force le transistor à se saturer beaucoup plus lorsque le niveau ici est bas, parce que ça varie ici entre moins 3 et plus 3 environ. Donc, pour s'assurer que la partie positive de ce cycle vienne bien saturer notre transistor, j'ai diminué la résistance ici, ce qui augmente bien sûr le courant qui va passer dans la jonction émetteur-collecteur. Et donc, va produire une onde carrée plus grande ici, l'onde qui variera entre 0 essentiellement et 4,4. Et voilà, ça c'est le premier geste que j'ai fait. Je crois que j'ai gagné un facteur de 2 ou quelque chose comme ça. Pas tout à fait. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller chercher beaucoup plus d'amplitude. Si on va aller mesurer un facteur au moins 10, 20, 30, 100 fois plus faible, comme ESR, parce que je vous rappelle que l'échelle d'origine, à sa partie la plus sensible, donc au ESR le plus bas, la dernière ligne, c'était 1 ohm. Voyez-vous, entre 1 et 0, là, c'est tout ce qu'il y a de disponible. Alors, on veut étendre cette plage sur le mouvement. C'est ça le but de l'exercice. Alors, pour faire cela, il faut forcément augmenter le courant et un facteur de 2, là, ça ne sera pas suffisant. Alors, il faut changer les résistances ici. Maintenant, c'est beau diminuer les résistances, mais on a une limite dans le courant qui va passer aussi ici, là. On avait quelques milliampères. Je crois que c'était 2 milliampères ici, 2 milliampères ici, quelque chose comme ça, avec les résistances de 1K et 22 ohms qu'il y avait. Parce que ça s'en va à la masse ici, là. Mais là, on veut augmenter par beaucoup ce facteur. Alors, j'ai joué un peu avec les résistances. Je suis arrivé à un compromis. Avec 150 ohms et 1 ohm, on va dire essentiellement 150 pour l'exercice, on arrive à quelque chose comme environ 30 milliampères lorsque le niveau haut est présent ici et 30 milliampères ici aussi. Et bien sûr 0 milliampères quand le niveau ici est un niveau bas. Mais alors, en moyenne, on dira, vu que c'est une onde carrée, c'est un rapport cyclique de 50%, on dira donc, en moyenne, 15 milliampères ici et 15 milliampères ici. Ça, c'est 30 milliampères en moyenne. Et en crête, c'est 60 milliampères. Alors, notre circuit d'origine, qui utilisait un ampli opérationnel pour produire le plus 4,5
moins 4,5, ça ne va plus, là. Ici, là, il y a un courant de court-circuit maximum de 25 mA, je crois. Donc, cette topologie, là, ne fonctionne plus pour la proposition de circuit que je veux faire. On n'a pas tellement le choix. Il faut augmenter les courants pour mesurer dans des petites résistances, pour produire des tensions suffisamment grandes pour qu'elles soient utilisables. Donc, on va présumer pour fin d'exercice ici qu'on pourrait éliminer cette alimentation et prendre une alimentation plus 4,5, à tout le moins le 4,5, plus costaud. Le moins 4, ce n'est pas un problème. C'est vraiment le 4,5 plus costaud. Ou bien, il faudrait s'attacher directement sur la batterie, le 9 volts de la batterie ici, et penser peut-être à refaire le circuit pour que l'onde ici entre 0 et 3 volts environ, là, ou à moins 3 et plus 3, fasse commuter ici avec un courant bien sûr assez fort, le 0 et 4,5 volts à travers le transistor. Donc, il faudrait repenser quand même cette partie. Mais présumons que ça peut être fait facilement. On va continuer l'exercice, bien sûr. Alors, le transistor ici, c'est un 2N3906. C'est bon pour 100-150 mA gros max. Bon, ça, c'est en continu. Donc, avec un rapport cyclique de 50 il n'y a pas de problème à passer avec 60 mA, le rapport cyclique 50 Alors, j'ai adopté ces résistances. Alors ici, il y en avait 22 comme résistance. Alors, j'ai diminué par un facteur de 22. Ici, on avait 1000, j'ai diminué par un facteur de 8. Alors, vous voyez déjà là, qu'on n'aura pas une amélioration là, d'un facteur de 100. Certain qu'on n'ira pas chercher cette sensibilité additionnelle dans les bas ESR. Mais en tout cas, on va aller chercher quelque chose qui est acceptable, avec un courant qui est acceptable aussi, qui va circuler dans la branche et il va circuler dans le condensateur aussi. Mais des condensateurs de filtrage dont le ESR est très très bas sont capables de forts courants pulsés. C'est leur but, d'absorber les variations. Donc, ça va pour des courants dans les milliampères, il n'y a aucun problème, même à 30 milliampères. Pourquoi 1 ohm ici? Pourquoi pas le 22 ohms? Voyez-vous, c'est qu'on va avec des résistances très faibles. Et il vient un moment donné où même de passer à 0,1 à 0,01, écoutez, ça n'a plus d'impact sur la résistance d'un ohm en parallèle. C'est celle-ci qui est dominante et là, un ohm n'a plus d'impact, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement plus de variation de tension ici en fonction de la variation de l'impédance du condensateur du ESR. Alors, je ne sais pas si vous saisissez, l'impact ici va être très grand, bien sûr, lorsqu'on a des résistances qui sont d'une valeur similaire à celle qui est ici. Alors, lorsqu'on arrive avec du 0,001 ou 0,01, ça ne fera pas une grosse variation de tension ici, dans notre diviseur résistif complet. Alors, c'est ce qui cause la compression de l'échelle dans le haut du mouvement d'Arsonval. Donc, c'est un compromis qu'il faut choisir. Alors, j'ai pris un ohm parce que si on va avec un 0,1 ohm, par exemple, ici, bien là, on va arriver avec une situation où, à nouveau, les tensions ne seront pas suffisantes compte tenu de l'ampli opérationnel, compte tenu du gain, pour produire un signal de sortie intéressant ici et utilisable pour notre déflexion du mouvement d'Arsonval. Alors, on a un facteur d'amélioration ici là, qui va être de l'ordre d'à peu près 20, disons. Ce qui va être beaucoup mieux que ce qu'on avait sur notre mouvement d'Arsonval ici. Là, c'est le dernier ohm, là, il était comprimé dans presque rien ici. Bien là, on va avoir peut-être une bonne déflexion pour le dernier ohm, quelque chose comme la moitié du mouvement, ce qui aide quand même beaucoup, sans que ça soit parfait. Sinon, là, cette configuration-ci, il faudrait la repenser complètement. Bon, alors, il est clair que malgré ces changements, l'augmentation de courant, diminution des résistances, on a affaire avec des signaux plus faibles ici. Ce qui va impliquer aussi que l'ampli opérationnel est vraiment amené dans ses derniers retranchements, au niveau des courants de décalage, par exemple, au niveau du bruit. Alors, c'est une autre raison pour laquelle il y a des limites à notre topologie de circuit ici, sans qu'on réinvestisse beaucoup de temps et même d'argent dans le circuit pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Alors, du fait des petits signaux, il faudra aussi qu'on garde des fils courts. Donc, je ne suggère pas qu'on utilise des longues sondes pour aller sonder dans un circuit. Il faudra amener le condensateur au testeur avec des courts fils le plus possible pour éviter d'amasser du bruit et causer du débalancement aussi capacitif ou même inductif là, qui pourrait déranger là, le circuit ici. Ah oui, je voulais vous mentionner. Lorsque vous faites des simulations sur LTSpice, ce qui implique d'importer une pièce extérieure. Ici, je l'ai fait avec un ampli opérationnel TL072.
Je vous avais mentionné qu'il fallait mettre une directive include vers le fichier de définition de l'ampli opérationnel. Eh bien, il y a une autre façon que vous pourriez préférer. C'est d'inclure directement la définition du modèle de la pièce. Ici, c'est le subcircuit TL072. L'inclure directement ici dans le schéma comme une directive LT-Spice. Vous voyez, j'ai simplement collé le texte du fichier modèle subcircuit du TL072 comme une directive et je l'ai placé à plat dans mon schéma. Ce n'est pas du pur texte, c'est vraiment une instruction, des directives. Regardez, il y a le point subcircuit, point model, point ends. Alors, ce sont des directives LT-Spice. Et LT-Spice, plutôt que d'aller tenter de chercher le fichier dans le répertoire, ici, il le voit comme directive directement dans la simulation, bien, il va prendre cela. Donc, ça a certains avantages. On pourrait dire, ben voilà, si je donne ce fichier ASC, le fichier de simulation à quelqu'un d'autre, ben, la définition de l'ampli opérationnel sera incluse directement. Pas besoin d'inclure d'autres fichiers externes ou quoi que ce soit. Alors, ça peut avoir un certain attrait pour certains. Et c'est rapide. Alors, c'est le circuit proposé. Je l'ai monté, ce circuit, donc ces modifications, parce que oui, j'avais gardé le breadboard avec le circuit d'origine. Je ne l'avais pas démonté parce que j'avais l'intention de refaire une vidéo. Alors, j'ai implémenté ces modifications et je vais vous montrer un peu le comportement du circuit. Allons voir. Alors, j'ai implémenté les modifications, les changements de résistance et bon, j'ai court-circuité la diode là, qui était ici sur le mouvement d'Arsonval en sortie. Et je fais présentement un court-circuit sur les sondes. Donc, j'ai fait mon 0 ici sur l'échelle. C'est un mouvement de 100 microampères. Et pour fin d'essai, j'ai un petit potentiomètre bleu qui m'a permis de faire l'ajustement au 0. Bon, ça c'est fait. Je retire le court-circuit et qu'est-ce qu'on constate? Il y a peut-être une petite légère déflexion résiduelle sur le mouvement. Ce n'est pas beaucoup, mais on pourrait peut-être penser, compte tenu maintenant de l'augmentation de la sensibilité du circuit, peut-être penser faire une addition d'une légère compensation du 0 là, sur notre pont à l'entrée, le pont résistif. Quelque chose du genre, peut-être, pour ramener ça vraiment à un 0 parfait. Bon, comme c'est là, je vous le dis, c'est vraiment pas beaucoup. Peut-être que vous ne le voyez même pas compte tenu de l'angle. C'est peut-être quelque chose auquel il faudrait songer. Bon, alors, je vais insérer une résistance. Je vais commencer par une résistance d'1 ohm. Et ça va nous permettre de voir où ça nous amène un ohm. Parce que, vous le savez, ça nous amenait très loin à droite avec l'ancien système. Alors, je fais juste court-circuiter avec mes doigts ici. Ça nous amène à mi-chemin. Et donc, on gagne beaucoup puisque auparavant, c'était la dernière ligne ici à droite. Donc, on a gagné là, quand même pas mal d'espace. Mais naturellement, on le sait que l'échelle va se comprimer au fur et à mesure qu'on diminue dans les résistances. On va le constater, je vais mettre une résistance de 0,1 ohm et vous allez le voir tout de suite. Voilà, ça c'est 0,1 ohm. Donc il y a quand même possibilité de mesurer bien en bas de 0,1 ohm, mais on se trouve un petit peu dans la même situation que celle-ci, c'est-à-dire qu'on atteint la limite vraiment là, de résolution utilisable. Je vous dirais qu'il reste quand même un peu de marge, là, on pourrait mesurer dans 0,03, 0,5, 0,7, 0,8, on aurait une bonne idée. Mais on n'ira pas dans les milliohms là, de ESR, des quelques milliohms, c'est certain avec ce circuit-là. Alors ça vous montre vraiment la plage d'opération du circuit. On a gagné, comme je vous mentionnais, un facteur d'environ 20 dans la mesure, mais c'est illusoire de croire qu'on pourrait pousser ça beaucoup plus loin. Le circuit devient de plus en plus instable. D'ailleurs, lorsqu'on s'approche et qu'on touche avec nos doigts, l'oscillateur devient critique de plus en plus. Et là, bien sûr, monter sur une breadboard, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est certain que sur un PCB, ça serait encore meilleur. Mais là, moi, je considère qu'on a atteint, si vous voulez, la limite de ce genre de circuit. Et il faudrait penser à quelque chose de beaucoup mieux, des sources de courant, quelque chose de plus constant, de plus solide.
pour donner des résultats encore meilleurs. Et penser à plus d'une échelle, ou en tout cas penser à un système peut-être logarithmique plutôt que linéaire comme c'est le cas présentement. Je ne vous ai pas montré toutes les simulations que j'ai faites pour en arriver au choix final de valeur de résistance. Entre autres parce que chaque essai prend une quinzaine de secondes à s'exécuter. Pour un circuit avec un oscillateur comme celui-ci, il faut faire une analyse temporelle transitoire et pas juste la mesure des points d'opération du circuit de façon statique. En quelques mots, j'ai essayé différentes valeurs des résistances du pont résistif et vérifié le courant du galvanomètre en fonction d'une résistance mesurée variant entre 1 ohm et 1 milliohm. Cette dernière agissant comme résistance série équivalente d'un condensateur. J'ai donc utilisé des résistances plutôt que des condensateurs puisque je connaissais leurs valeurs. Beaucoup d'essais-erreurs, donc, ennuyants pour en arriver au compromis final, aux valeurs que j'ai choisies. Dans cet exercice, j'ai limité les changements au circuit original, question de ne pas trop perdre la simplicité du circuit. Mais il serait certainement possible d'arriver à quelque chose de plus performant, on va dire, en partant d'une page blanche. Le circuit final serait sans doute plus complexe, et plus onéreux aussi. On ne peut pas tout avoir. Mais vous savez quoi? La plage de mesure de ESR du circuit modifié, soit entre 10 ohms et 10 millions, de façon réaliste, là, ça serait probablement plus utile que la plage d'opération d'origine du ESR mètre. Mais seulement, le circuit d'alimentation plus 4,5 volts existant n'est pas de taille pour les modifications. Et la pile 9 volts non plus ne ferait pas le poids. Pour mes essais, j'ai d'ailleurs utilisé une alimentation externe pour fournir les 60 mA requis. Donc, je ne ferai pas ces changements sur mon testeur d'origine. Mais peut-être que cet exercice donnera des idées à certains. Bon, je passe à autre chose. Vous avez apprécié l'exercice? Cliquez et merci de votre soutien continu. À la prochaine!